Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas forcément comment ça se passe pour les parcours d'Intralien, il y a d'abord une petite présentation de chacun des intervenants. Ensuite, on a un temps de questions-réponses qui dure entre 30 et 45 minutes à peu près. Et après, selon le nombre de personnes qui restent, soit on va faire des échanges en salon, soit vous pourrez poser vos questions directement dans la salle principale aux intervenants. Donc si vous voulez poser des questions, vous pouvez soit les poser pendant la phase 2, soit les garder pour la fin, comme vous souhaitez. Donc on va pouvoir commencer par la présentation des intervenants. Je vous laisse vous On peut lancer. commencer. Donc enchanté, moi c'est Yann Camus. J'étais à Centrale Nantes il y a quelques années, ça fait 2-3 ans que je suis diplômé. J'étais président de la Junior Entreprise, donc ravi d'être là de nouveau. Et maintenant je suis consultant en stratégie dans un cabinet qui s'appelle McKinsey. Ok, super. Pour ma part, donc, pareil, ça fait 4 ans à peu près que j'étais à Centrale Nantes. J'ai fait un double diplôme après avec Audencia. Et puis, après aussi un partenariat avec l'Université de Berkeley. Et ensuite, j'étais pendant 1 an et demi business analyst pour une startup à Berlin, sur l'analyse de données. Et sur le conseil, j'en ai fait du coup maintenant depuis 1 an chez Quantométrie, du coup en stratégie data. Je vais prendre la suite. Donc, je m'appelle Pierre-Yves. J'ai été diplômé de Centrale Nantes en 2016, donc ça fait presque 5 ans maintenant. Et je travaille chez Baldwin Partners à Nantes, qui est une entreprise de conseil et de prestations en ingénierie. Et moi, je m'appelle Anas et non pas Anis. Euh, j'ai été diplômé en 2014 et ça fait à peu près 6 ans que je travaille chez Accenture sur plutôt du conseil en digital. Et Accenture est, comment dirais-je, le plus grand cabinet de conseil au monde, 530 000 personnes. Et donc, ils font à peu près tout. Moi, je suis plutôt sur de la transformation digitale. Et par ailleurs, je suis vice-président de Centrale Nantes Alumni, en charge de tous les groupes professionnels. Et avant, j'étais président du groupe Central Tech qui s'intéresse aux nouvelles technologies. Voilà. Du coup, bonsoir, moi c'est Élise, je suis diplômée de Centrale Nantes de la promo de 2006, donc ça fait un certain temps maintenant. Et depuis tout ce temps, je suis chez Wavestone, qui est un cabinet de conseil opérationnel et conseil en management. Je travaille plutôt sur les parties transformation des directions des systèmes d'information ou des systèmes d'information eux-mêmes. Sur des sujets IT management ou méthodes agiles. Et donc, je suis basée à Nantes. Ok, très bien. Donc Alexandre ne pourra pas être là ce soir comme il a eu un imprévu. Donc on va passer aux questions. Première question, qu'est-ce qui vous a poussé à vous orienter dans vos domaines respectifs et ensuite dans les différents types de conseils dans lesquels vous êtes? Pour ma part, moi, ça a toujours été le lien entre la technique et le business qui m'a toujours intéressé, même avant ma prépa, le choix de mon école. Travailler dans ces deux domaines, j'avais déjà hésité à faire MPSI ou PCSI, donc, ou commerce à ce moment-là. Et après, en fait, ce qui m'a intéressé ce qui m'a poussé vers le conseil, j'en ai fait un stage chez Wavestone, justement, aussi, du coup, pendant 6 mois, entre mes deux diplômes. Et j'ai vu que c'était un peu un monde d'entrepreneurs, en fait. Il y a quelque chose de très entrepreneurial dans la démarche conseil. On passe de mission en mission, comme si on faisait un petit projet entrepreneurial à chaque fois. Et donc ça m'a bien plu. Donc c'est un environnement assez dynamique pour ça. Et, pour l'instant, je suis assez content d'évoluer vers ça. Et la partie stratégie, c'est plus, j'aime bien discuter avec ceux qui prennent des décisions, donc essayer de formaliser la prise de décision. Ce que je faisais en la partie analyse de données, c'était donner des insights pour prendre des décisions au niveau, avec de la donnée. Et maintenant, c'est avec des slides, et de la compréhension un petit peu conceptuelle. Mais c'est ce qui me motive.
Alors du coup, moi, de mon côté, je suis moins attirée par le côté commercial, même si effectivement, dans notre métier, il faut le faire aussi. Moi, c'était plutôt attirée par la technique et le système d'information dans son ensemble. Hem, mais tout en sachant que finalement, heu, en étant à Centrale Nantes, une école généraliste, j'avais pas forcément les compétences hyper pointues techniquement et du coup, ce qui m'attire dans le métier du conseil, c'est d'aider mes clients à résoudre leurs problématiques et du coup, bah, pour ma part, les problématiques, des DSI et de l'outillage associé, par exemple. Alors, pour ma part, ce qui m'a poussé à m'orienter bah, là où je suis, en fait, il y a deux choses. La première, c'est le pur hasard. Quand j'étais à l'école, moi, je ne savais pas ce que ça veut dire le conseil. Et le deuxième, c'est parce qu'en fait, quand j'étais à l'école, j'ai fait un peu de recherche. J'aimais bien, c'était stimulant intellectuellement. Et avant, j'ai fait un autre stage, c'était plutôt du dev, de la technique. Et c'était pas du tout, enfin, j'ai su que c'est sûr, ça, c'est pas pour moi. Et du coup, je savais pas quoi faire de ma vie. Et par pur hasard, en fait, je suis allé dans un forum et là, on me parle d'un truc qui demande juste avoir de l'esprit d'analyse, bien parler, être un peu structuré. Je me suis dit, bon, peut-être que ça peut marcher pour moi. Et voilà, ça fait 10 ans que je fais ça. Moi, de mon côté, il y avait plusieurs choses. Je suis devenu ingénieur parce que j'aimais bien résoudre des problèmes. Et bah, le conseil, il s'avère que c'est ce qu'on fait. On va aider les clients sur leurs problèmes. J'avais beaucoup aimé, en faisant partie de la jeune entreprise, de voir, bah, ça permettait de tester différents secteurs, différents clients, différents sujets. Donc ça, c'était quelque chose qui m'avait bien plu. Et après, en césure, je gérais la Confédération européenne des juniors entreprises. Donc là, j'avais eu pas mal de problématiques un peu bah, de stratégie, de mettre les pays d'accord, etc. Et donc, je m'étais dit, OK, j'ai envie de combiner ces deux choses. Donc, j'ai fait conseil plus stratégie égale conseil en stratégie. Moi, je rejoins complètement Yann et Paul, c'est-à-dire que je suis entré complètement par hasard chez Baldwin Partners euh, il y a 2 ans, il y a 2 ans et demi, alors que j'étais plutôt jeune deep, et je cherchais vraiment euh, à rencontrer différentes problématiques, à changer de mission régulièrement pour voir un maximum de choses et pouvoir me dire, bah en fait, c'est plutôt vers ça que j'ai envie de m'orienter, plutôt vers ça, etc. Plutôt dans ce genre de structure. Et voilà. Et en fait, aujourd'hui, je reste dedans parce que j'ai des super collègues et parce que je suis bien dans la boîte. Et c'est étrangement, c'est vraiment plus la rencontre humaine qui m'a accroché dans le conseil que ce que je fais au quotidien qui reste passionnant. Mais finalement, c'est les collègues qui font qu'on a envie de se donner à fond. Ok, très bien. Et du coup, par rapport aux études, vous avez un petit peu répondu à la question pour certains dans votre présentation. Est-ce que vous pensez qu'il y a des études spécifiques qui sont nécessaires pour vos domaines ou c'est un petit peu au gré des expériences? Je peux dire quelque chose ici. En fait, ça dépend du type de conseil qu'on fait. Si par exemple on est dans du conseil très pointu, très technique, bah là il faut avoir quelques connaissances dans le domaine de la supply chain ou dans les matériaux ou dans la R&D, bah, il faut avoir un vrai bagage technique dedans. Si plutôt on est dans du conseil plutôt généraliste, euh, là il faut juste en fait avoir fait la bonne école. Heureusement pour nous, Centrale Nantes, quasiment tous les cabinets prennent dedans, mais il y en a quelques-uns où, sauf rare exception comme Yann, c'est difficile d'y entrer en sortant de l'école. Mais sinon, dans la quasi-majorité des cabinets, on peut y rentrer. Voilà. Moi, je vais peut-être représenter un peu l'exception.
Le conseil en stratégie, en tout cas les cabinets étant le plus spécialisés dessus, recrutant principalement sur quelques écoles cibles basées à Paris. Donc là, il y a plusieurs options. Moi, j'ai fait une mobilité à Centrale Paris en dernière année qui m'a donné l'occasion. Sinon, les autres idées que j'avais, c'était de faire un master spécialisé en stratégie à HEC ou à l'ESSEC, par exemple, ou de faire un MBA un peu plus tard, par exemple aux États-Unis. Côté Wavestone, en fait, peu importe la spécialité de l'école, il faut que l'école soit bien classée, pardon. Donc effectivement, Centrale Nantes fait partie de celles parmi lesquelles Wavestone recrute. Mais on trouve aussi des écoles de commerce, par exemple Audencia ou d'autres écoles de commerce, là aussi bien classées, ou des personnes qui viennent de fac de renom, ça peut être Dauphine, enfin j'en ai pas d'autres en tête comme ça. Mais du coup, le recrutement se fait plutôt sur le fait d'avoir une tête bien faite et une personnalité qui convient au métier du conseil. C'est un métier où il y a beaucoup de contacts humains. Donc, en fait, voilà, faut que ça accroche aussi avec les gens. Plutôt que sur une expertise, on considère en fait que l'expertise, on l'acquiert avec l'expérience et puis en s'entourant des bonnes personnes et des bons experts qu'on peut trouver parmi nos collègues. Ok, très bien. D'autres avis là-dessus? Sinon, je passe à la question d'après. Donc la question, elle porte un petit peu plus sur vos missions, d'autant plus dans le contexte actuel, de savoir en quoi ça va affecter à la fois votre secteur et vous, plus particulièrement, vos missions au quotidien. Le conseil, on est affecté par nos clients, c'est-à-dire que si nos clients commencent à plus pouvoir donner du travail à tous nos employés, en général, les prestataires sont ceux qui vont être mis un peu sur le banc en premier, donc on peut être touché par ça. Nous, concrètement, on a eu une baisse d'activité assez importante qui a fait que la moitié du cabinet n'a pas été en activité partielle. Donc, ça a eu un impact important pendant la période vraiment de confinement fort. Après, à partir du deuxième confinement, on a plutôt vu un regain d'activité. Notre spécialité, c'est la data. Et du coup, c'est vraiment d'actualité aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui accélèrent un peu leur digitalisation. Donc, dans notre sous-secteur, on n'est plus trop touché aujourd'hui. Au contraire, on recrute à nouveau. Il reste l'incertitude des entreprises pour recruter. Donc, disons qu'on affine un petit peu notre pas de temps de prise de décision. On va plutôt faire des recrutements par trimestre que sur l'année en termes de stratégie. Donc, tout est un peu accéléré. Pareil, les algorithmes sur lesquels on travaille un peu sont rafraîchis de manière beaucoup plus fine chez nos clients. Donc, sur notre métier, c'est aussi de construire. On a une partie data consultant, mais on a une partie aussi data scientist qui arrive à titrer les algorithmes. Et cette partie-là, elle est affectée aussi par le fait que la crise un peu remet en question le paradigme qui est de s'inspirer du passé pour prédire l'avenir, quand le passé et l'avenir sont très différents. Donc, il y a un effet sur cette partie d'entreprise, mais sur la partie conseil, pas spécialement. Aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qui avance bien. Je rejoins Paul. Chez nous qui faisons principalement de la presta, il y a la moitié du cabinet quasiment qui s'est retrouvé en chômage partiel du jour au lendemain. Moi personnellement, j'ai fait 6 mois de chômage partiel, pendant lesquels que j'ai mis à profit pour me former et bosser énormément avec mon directeur et mon président pour refaire une nouvelle offre. Donc, ça a été hyper enrichissant. Mais ce qui se passe aujourd'hui sur le marché du conseil et de la presta en ingénierie, c'est que c'est comme la blague de la montgolfière dans je ne sais plus quel film. Pour qu'une montgolfière, quand il y a un souci, il faut lâcher du lest. Donc, les gros clients ont lâché quasiment tous leurs consultants. C'est à ça que ça sert. C'est pour pouvoir être lâché au moment où ça va mal.
Donc, il y a beaucoup plus de concurrence en matière de prestations sur le marché. Et ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est la qualité. C'est-à-dire comment être plus pertinent que les autres cabinets quand on propose des profils. Et ceux qui tirent leur épingle du jeu, me semble-t-il, c'est par chance nous, c'est-à-dire les petits cabinets, qui sont plus capables d'accompagner leurs consultants et de faire du sur-mesure en s'adaptant à chacun. Alors, moi, je l'ai vécu différemment. Enfin, la boîte pour laquelle je bosse, en fait, effectivement, ils ont subi aussi parce qu'il y a des missions qui sont pas arrêtées, mais qu'ils ont mis en fait sur pause les clients. Mais par contre, tous les gros programmes de transformation, ceux-là, ils ont continué. Et donc, les consultants pour qui les missions ont été en pause, pour des considérations éthiques et aussi parce que l'entreprise a les reins pour le faire, ils ont mis 0 personne en chômage partiel. Il n'y a pas eu de chômage partiel en France. Et du coup, les gens qui n'avaient plus de mission, ils ont passé leur temps à se former, à travailler sur de nouvelles offres, à faire des activités très enrichissantes intellectuellement. Moi, j'ai eu moins de chance. J'étais sur un gros programme qui ne s'est pas arrêté, qui s'est même intensifié. Et donc, je bossais de longues heures, au moins pour les 2 premiers mois de chez moi. Et après, ça a changé où je suis passé sur d'autres missions. Donc, il n'y a pas eu, en tout cas pour ma part, il n'y a pas eu de grosses différences par rapport à avant. Du coup, moi, de mon côté, je rejoins plutôt Paul et Pierre-Yves. Il y a eu un gros stop de mise sur pas mal de missions au premier confinement parce que les clients n'étaient pas prêts à travailler à distance, se demandaient où on allait. Petit à petit, c'est revenu à la normale avec des clients qui se sont habitués au télétravail, aux réunions Zoom, Teams, etc. Pour avancer. Ils ont vu que finalement, ça fonctionnait. Et on a eu aussi un peu d'activité partielle de mars jusqu'en septembre pour Nantes et je crois jusqu'en octobre ou novembre pour nos bureaux à Paris. Mais depuis, on est revenu dans une situation, pardon, une situation qui est plus proche de la normale. Nous, à Nantes, on est revenu dans une situation normative. Du fait de ce que disait Paul tout à l'heure, on travaille beaucoup sur des transformations numériques et nos clients finalement ont continué et ont peut-être accéléré leur transformation numérique vu la crise. Et côté cabinet au global, on est sur une situation un petit peu en dessous de l'année dernière, mais pour l'instant, on est plutôt confiant. La difficulté aujourd'hui, c'est plutôt nous sur les prix. Les clients sont très, essaient de négocier pas mal les prix de vente, ce qui forcément baisse un petit peu le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et pour rajouter, je pense que l'impact a aussi été très dépendant du secteur dans lequel les consultants interviennent. Donc, par exemple, ceux qui étaient dans la grande distribution, c'était plutôt un moment où on avait besoin de consultants pour s'adapter, accélérer la transition digitale, comment gérer les stocks, etc. Ceux qui étaient dans l'aéronautique, par exemple, ont été beaucoup plus touchés, comme l'est le secteur. Et nous, chez McKinsey, on a eu des consultants qui étaient plutôt spécialisés dans le secteur, par exemple, qui sont allés se débuter des spécialisations dans d'autres secteurs, au moins temporairement. Ce qui, je pense aussi, va affecter, c'est un peu la manière dont on conduit l'émission. La plupart des cabinets de conseil, je pense, passent quasiment toute la semaine chez le client, parfois 1 ou 2 jours au bureau. Là, on a appris à tout se faire en remote. Et je pense qu'après un peu la crise, c'est là où on va voir aussi ce qui va en ressortir, comment ça va s'organiser. Est-ce que ça sera 3 jours chez le client, 1 jour chez soi en télétravail, 1 jour au bureau, un peu plus de télétravail, même quand on devrait être chez le client, parce que le client aussi sera mis au télétravail.
Donc c'est là où je pense que le mode de fonctionnement va pas mal évoluer et ça va vraiment dépendre des clients et des normes. Ok, très bien, merci pour vos réponses, c'était très complet. Pour aller un petit peu plus loin et puis peut-être prendre en compte justement là ce que vous vivez en ce moment, quelles évolutions vous aimeriez voir dans votre secteur dans les 5 ans à venir? Notamment par rapport à tout ce que vous disiez, du fait que pendant le premier confinement, les clients avaient un petit peu du mal à accepter le télétravail, donc au niveau des communications, tout ça. En fait, c'est drôle, ça me rappelle les questions que je passais quand je suis sorti d'école et on me dit, tu te vois où dans 5-10 ans? J'ai toujours cherché une réponse, mais en fait, je donnais une réponse, mais la vérité, c'est que j'en sais rien. Et dans 5 ans à venir, surtout après ce qui s'est passé l'année dernière, une année complètement folle, bien malin celui qui saura. Après, on peut toujours espérer, il faut espérer. Pour ma part, je dirais que ce soit un peu plus inclusif. En termes de diversité, je ne parle pas juste en termes de couleur de peau. Je pense que en tous les cas pour les jeunes diplômés, c'est vraiment très discriminant comme secteur parce que en fait, il se base sur les écoles. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a 2 jours, il y a une étude qui est sortie. Et en fait, les grandes écoles, hélas, malheureusement, elles ne font que perpétrer les discriminations sociales. C'est-à-dire quand on vient d'un milieu plutôt défavorisé, d'un secteur pas à Paris, on a peu de chances d'atterrir dans ces cabinets-là. Euh, Moi, je suis une exception. Je viens d'un autre pays, je viens d'un milieu pas forcément très favorisé. Mais les statistiques c'est à ça qu'elles servent, c'est qu'elles donnent une meilleure vision de la réalité. La réalité, c'est que en fait, je fais partie des exceptions. Donc, j'espère, grâce à la technologie, et il y a déjà des choses qui existent aujourd'hui, à supposer qu'on arrive à faire, nous, le changement de mindset. Mais en tous les cas, il y a de la technologie et de la science, notamment des solutions qui sont basées sur les sciences cognitives et sur le gaming et l'intelligence artificielle, qui permettent d'aller chercher, parce qu'en fait, les cabinets, au-delà de l'aspect prestige, pourquoi ils filtrent par école? Parce qu'en fait, par rapport à ce que demande le cabinet de conseil, en tous les cas, ce que eux pensent, c'est-à-dire il faut résister au stress, il faut avoir une tête bien faite et avoir une grosse capacité de travailler, être un bon communicant. Les grandes écoles sont un filtre qui ne coûte pas trop cher parce que la sélection, elle s'est faite déjà à la base de l'entrée de ces écoles. Par exemple, si je prends Accenture, quand moi je suis rentré, ils recevaient à l'époque 40 000 CV, je crois, par an. C'est impossible économiquement de screener 40 000 CV. Du coup, voilà, ils utilisent ce filtre-là. Néanmoins, ils ont commencé en tous les cas, Accenture l'a fait, et je sais que d'autres cabinets le font aussi, à utiliser cette technologie pour ouvrir au moins en partie le recrutement, enfin enlever ce filtre école pour une partie des recrutements juniors. Et j'espère que ça sera un peu plus généralisé et diversifié. Moi, je vais prendre la suite vu que je suis aussi une minorité, alors pas la même qu'Anas, mais c'est vrai qu'on est dans un secteur où les femmes ne sont pas non plus encore très représentées, enfin en tout cas en proportion au moins équivalente à celle qu'on trouve dans les écoles, même si ça tend à s'améliorer.
Alors moi, les évolutions que j'aimerais voir dans les 5 ans, je ne sais pas trop, mais ce qui va changer, je pense, par rapport à ce qu'on faisait avant, c'est la partie télétravail, ou en tout cas beaucoup plus de souplesse sur le lieu finalement duquel on travaille, que ce soit chez le client, dans les bureaux ou à la maison. Je pense que nos clients n'étaient pas encore du tout ouvert à ça, notamment vis-à-vis des prestataires. Parce qu'on a des clients qui le font très bien avec leurs propres employés, et ça a un petit peu ouvert les lignes, fait bouger les lignes. Donc je pense que il y a pas mal de choses qui vont bouger, dans les entreprises, que ce soit le conseil ou chez nos clients à propos de ces sujets-là, notamment dans les locaux, la façon de travailler ensemble, les réunions, enfin voilà, tout ce genre de choses. Et l'autre sujet qui rejoint un peu ce que disait Anas, je pense, qui prend de plus en plus d'ampleur aujourd'hui, c'est la responsabilité sociale d'entreprise. Heu, Nous, on a quelques clients qui sont devenus, entreprises à mission. Hem, on a nos collaborateurs aussi, qui poussent de plus en plus pour, tout ce qui est développement durable, conseil éthique et cetera. Hem, ou, même, low tech ou, enfin voilà, heu, tout ce qui a trait à l'environnement, et je pense que c'est, une partie qu'il va falloir, prendre en compte dans notre métier de conseil, et qui va, prendre, je le pense et je l'espère, un peu plus de place, dans les différentes missions qu'on va pouvoir mener. Et dans cette responsabilité sociale d'entreprise, il y a aussi la partie diversité, effectivement, que ce soit, la couleur de peau, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle ou quoi que ce soit. C'est quelque chose, j'espère, qui va pouvoir progresser positivement, pardon. Moi, de mon côté, aligné avec ce qui a déjà été dit, euh, je pense qu'il y a deux, trois points qu'on va voir évoluer et qui seront assez intéressants. Il y en a peut-être un premier sur pousser un peu plus l'ouverture d'esprit à la fois chez les clients et dans les cabinets, de regarder ce qui se fait ailleurs. Je pense qu'on l'a beaucoup vu avec le Covid, où souvent la question c'était il se passe quoi dans l'autre pays qui est peut-être touché un peu avant. Donc ça, je pense que ça va rajouter de la diversité un peu internationale. Je pense qu'il y a aussi une diversité de compétences qui va continuer de progresser. Nous, on a par exemple chez McKinsey de plus en plus de missions où on combine, on va dire, un consultant en stratégie classique, le rôle où je suis, avec une équipe data science et avec une équipe coaching, training, parce qu'on sait que non seulement il faut définir la bonne stratégie, mais maintenant, il faut qu'il y ait de la data qui nourrisse cette stratégie, et en plus, il faut former le client pour gérer ce modèle data, le mettre à jour après et vraiment monter en compétence sur les nouvelles méthodes de travail, que ce soit l'agile, la transformation digitale, etc. Ouais, je rejoins aussi sur ce domaine de la data. En fait, plus spécifiquement, je pense que ça va toucher un peu tous les secteurs du conseil, enfin tous les clients en fait, et le conseil va devoir être là pour appuyer cette transformation. Euh, Aujourd'hui, le télétravail force les entreprises à se numériser. Elle crée des nouveaux types d'interactions qui génèrent des nouveaux flux de données. Alors, on a pu voir, enfin, moi, on a eu quelques problèmes parfois sur les architectures de nos clients pour passer sur Teams parce qu'ils n'étaient pas capables de supporter autant de connexions au début, tout simplement. Donc, il y a des problématiques IT, enfin, IC qui n'avaient pas été vues en amont, qui sont revenues. De l'autre partie, cette data, elle commence à devenir une source un peu de mine d'or, un peu qui est identifiée, mais on ne sait pas encore comment la traiter. Et le comment et quelles organisations à mettre autour de ça, c'est aussi un rôle pour le conseil de constituer ces organisations. Après aussi, le conseil peut apporter aussi une expertise technique sur. Nous, on a les data scientists, donc il y a ce lien. Nous, dans notre mission, on aime bien mettre un data scientist avec un data consultant ou avec un data architecte sur un data consultant. Ces hybridations de compétences, elles sont très intéressantes. D'ailleurs, dans le conseil, il y a toujours pour pouvoir faire accompagner les équipes et les piloter, et une voie plus expertise. Donc, il y a des expertises aujourd'hui qui deviennent importantes. Donc, je pense que je vois dans quelques années cette expertise de la donnée devenir quelque chose assez important dans beaucoup de cabinets. En tout cas, et éventuellement des méthodes agiles adaptées au télétravail. C'est toutes ces questions qui vont apparaître.
des nouvelles méthodes de management adaptées à ça qui vont pouvoir aussi venir par les cabinets de conseil insuffler les entreprises qui auront besoin de se transformer pour s'ajuster aux changements à venir. Ok, c'est bon pour vous là-dessus ou vous voulez ajouter des choses? Bah, si c'est bon, on va continuer alors. Ça rejoint un petit peu ce que disait Élise tout à l'heure par rapport à la RSE. Dans quelle mesure les cabinets de conseil ils prennent en compte tout ce qui va être enjeux sociétaux, que ce soit dans votre activité commerciale ou en interne? Alors, je peux commencer si vous voulez, vu que j'ai déjà un petit peu commencé. Nous, côté Wavestone, on a plusieurs. On essaie, comme pas mal d'entreprises, je pense, de travailler cet axe-là. Ça fait partie de notre plan stratégique. On a une offre récente autour du numérique responsable qui permet de faire des diagnostics, feuilles de route RSE, des sensibilisations, des calculs un peu techniques. Alors ça, c'est une partie qu'on sous-traite, mais des calculs des émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise. Et puis de l'assistance à gestion de cycle de vie des équipements ou prise de décision, notamment sur la cycle de vie des équipements. En général, dans nos propositions commerciales, on ajoute un paragraphe maintenant sur cette offre et le fait qu'on sait du coup faire du numérique responsable, et puis le fait que en interne Wavestone, et du coup je vais répondre à la deuxième partie de la question, on fait aussi des choses. On est classé 2e du Gaia Rating, qui est un organisme de notation qui se base sur des critères environnementaux, sociaux et gouvernance. Ça fait, je crois, 2 ans qu'on participe à cette notation. On priorise, ça fait très longtemps qu'on fait ça, les déplacements en train ou en transport en commun plutôt qu'en avion, par exemple. On est en train de mettre en place, c'est déjà en partie fait, mais on s'améliore au fur et à mesure, des critères éthiques et responsables sur le choix de nos fournisseurs ou de nos sous-traitants, d'essayer de faire de l'inclusion aussi vis-à-vis de ça, en travaillant avec des organismes spécialisés qui emploient des personnes handicapées, des personnes en situation de handicap ou ce genre de choses. Après, il y a des tentatives un petit peu locales de diminuer le nombre de gobelets en plastique, de renouveler un petit peu moins souvent le matériel, donc le PC, le téléphone, pour permettre justement de diminuer un petit peu notre empreinte écologique. Et puis, l'entreprise travaille aussi beaucoup sur l'inclusion et l'égalité homme-femme, l'équilibre vie pro, vie perso, etc., pour essayer d'améliorer les choses et d'aller dans le bon sens sur tous ces sujets. Alors, je vais poursuivre. J'espère qu'on pourra me détromper par la suite, mais je suis assez pessimiste là-dessus, dans le sens où les entreprises de conseil et de prestat répondent aux besoins du client. Donc, si on a une entreprise de conseil qui est spécialisée sur les enjeux sociétaux et RSE, alors on sera toujours force de proposition sur ces sujets-là auprès de nos clients. Pour nous qui bossons pour moi qui bosse dans l'industrie, à chaque fois qu'on va essayer de pousser des enjeux sociétaux, c'est jamais les entreprises, nos clients, qui vont nous demander de pousser sur des sujets environnementaux, sociétaux, etc. En interne, on va essayer de faire du recrutement dans la diversité, etc. Mais nos clients ne vont pas attendre ça de nous. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va essayer de déployer des démarches socialement responsables ou environnementalement responsables, ce qui est le cheval de bataille de pas mal de monde dans ma boîte, ça part toujours de l'initiative personnelle du consultant qui va essayer, à travers sa mission et au-delà de ce qu'on lui demande, de pousser, dans l'industrie, c'est très souvent le recyclage, la réduction des déchets, etc. Mais ça part toujours
d'une initiative personnelle du consultant pour aller au-delà de ce qu'on lui demande, parce que c'est très rarement ce qu'on nous demande, malheureusement, que de sauver la planète. Et on préfère souvent augmenter la marge, diminuer les coûts, etc. Et c'est pour ça qu'on nous paye. C'est ça qui nous fait vivre. Alors moi, je vais apporter une légère nuance à ce que tu as dit. En fait, je pense que c'est peut-être aussi lié à la typologie de clients. Je m'explique. En fait, des clients, par exemple, de CAC 40, la notion de responsabilité, je ne crois pas à la vertu de manière philosophique comme mode, tous les humains vont devenir d'un coup, ils vont avoir un comportement vertueux. Je ne crois pas du tout à ça. Mais par la politique du marché, par la pression sociale de manière générale, par la pression des actionnaires, pour des soucis juste de communication, maintenant, les grosses entreprises sont obligées de communiquer sur ça. Alors avant, ils pouvaient juste communiquer, faire du tarte à la crème. C'est toujours le cas, mais ça devient de plus en plus difficile. J'écoutais l'autre fois Emmanuel Faber, qui est le patron de Danone, sur France Inter, je crois. Il a été interpellé par une jeune qui lui disait, mais en fait, tu me parles de responsabilité, tout ça, ok, mais je sais pas, 10% ou 20% de ton chiffre d'affaires, c'est du plastique. Donc, en gros, qu'est-ce que tu me racontes? Donc, voilà, ça devient de plus en plus difficile et du coup, ça les pousse à réellement transformer, en tous les cas, une partie en tout cas ceux qui ont les moyens de le faire, d'introduire cette notion de responsabilité. Est-ce que c'est systémique partout dans toutes les entreprises? Non. Est-ce que c'est systémique même dans les grosses entreprises? Je ne pense pas. Mais néanmoins, ça le devient de plus en plus. Maintenant, en fait, ça devient des fois une demande du client dès la demande, s'il y a un appel d'offres, dès l'appel d'offres. Mais des fois, ça devient même un élément de différenciation. Je sais qu'une fois, Accenture, au lieu de répondre tout seul, ils ont répondu avec une association. Et en fait, ils ont gagné parce qu'il y avait une partie du travail qui allait être fournie par une association. Et en fait, Accenture a fait ça pour deux raisons. Un, pour les raisons sociales, sociétales, mais aussi parce qu'ils étaient très pertinents sur ce qu'ils faisaient. Et du coup, cet élément de différenciation te permet des fois de gagner des parts de marché, mais tu les gagnes parce que aussi le client, il veut ça. Alors oui, si tu proposes 2 fois plus cher parce que tu as une dimension sociale, c'est fort probable que la réponse soit non. Mais voilà, tu peux à prix égal ou légèrement plus cher si tu as une dimension sociale, ça peut marcher. Nous, la dimension RSE, alors il y a beaucoup d'éléments sur la dimension RSE. On travaille parfois effectivement sur des propositions des clients sur leur gaspillage alimentaire et création d'algorithmes pour pouvoir optimiser ça, comment on va structurer. Mais souvent, nous, on a une autre dimension, c'est tout ce qui est l'explicabilité des algorithmes. En fait. Est-ce que les algorithmes sont discriminants à leur base? Et nous, on a une expertise qui travaille justement aussi là-dessus, c'est-à-dire qui va essayer de faire en sorte qu'on ne crée pas des algorithmes qui vont reproduire les biais sociétaux, comme on disait avec les écoles qui se reproduisent entre elles. Les algorithmes, ils apprennent sur le passé, et s'ils font en sorte que l'avenir ressemble au passé, on ne risque pas de changer les choses. Donc, on travaille sur ces biais un petit peu algorithmiques. Et un peu notre cabinet, il y a une dimension qui est assez intéressante, c'est la partie aussi de recherche. On dédie 20% du temps des consultants à faire de la recherche. Il y a des gens qui sont en thèse chez nous. Il y a vraiment une dimension recherche qui est forte pour justement aller agir sur des secteurs en fait, qui ne sont pas forcément encore rentables. En amont, on est en train de travailler sur la détection de fibres pour détecter des neuropathies en amont. C'est aujourd'hui un espace où il y a une l'errance médicale parce que ce n'est pas encore rentable de le faire d'un point de vue privé, de pouvoir détecter ces maladies. Et donc, nous, on travaille sur un processus, on va dire, algorithmique qui permettrait de rendre ça, on va dire, un peu plus rentable en réduisant le temps humain associé.
Donc, il y a plein d'endroits où on peut agir. Et je pense qu'effectivement, les cabinets de conseil sont des espaces où il y a beaucoup de cerveaux bien faits. Donc, leur donner un peu de temps, il y a toujours une intermission, il y a toujours un moment donné où tu peux essayer de réfléchir à des sujets qui sont un petit peu différents. Et c'est en général valorisé dans les cabinets d'avoir des projets personnels. S'il y a une conviction RSE forte, elle peut être portée. Chez nous, il y a aussi pas mal de femmes qui ont organisé Paris Data Ladies pour remettre un petit peu les femmes au cœur de la data, parce que c'est un monde qui est comme très masculin, le monde de la donnée. Le monde du conseil est plus mixte, je trouve. Mais voilà, donc c'est possible, en fait, je pense, aussi au sein des cabinets de conseil en tant qu'entreprise, en fait, en tant que rassemblement d'humains, d'agir en fait dans son domaine. D'un point de vue social, on peut le porter en tant que consultant. Un peu là-dessus. Je pense que c'est un peu la vieille garde contre la nouvelle garde. On va dire, comme ça a été très bien dit, les cabinets de conseil, ils sont un peu dépendants de ce que veulent et demandent les clients d'abord. Si les clients sont intéressés par ces sujets, on va se positionner dessus. S'ils ne sont pas du tout intéressés, c'est plus difficile. Après, je pense que les cabinets de conseil ont un peu l'avantage que la population est généralement assez jeune. La structure d'un cabinet de conseil, c'est souvent quelques partenaires ou peu importe comment on les appelle, qui gèrent plusieurs managers, qui gèrent plein de consultants qui sont beaucoup plus jeunes. Et donc, je pense que tous ces sujets qui nous touchent beaucoup plus notre génération, on a envie de les pousser et de les retrouver un peu en entreprise, que ce soit sur l'inclusion, sur le changement climatique. Donc, moi, personnellement, je vois que ça avance. Alors, parfois, c'est plutôt effectivement des consultants à notre niveau qui vont pousser ces sujets plutôt que nécessairement le leadership de nos entreprises. Mais du coup, c'est quelque chose qui commence à faire son chemin et je pense qu'on commence aussi à influer chez des clients petit à petit. Moi, je vois McKinsey a développé pas mal de recherches sur le changement climatique, sur la diversité et l'inclusion, et notamment pour aider un peu à convaincre les clients, bah, on leur a montré que non seulement d'un point de vue, on va dire, éthique et moral, c'était intéressant, et ça, c'est une discussion avec les avis de chacun, mais nous, on essaie de leur montrer aussi les impacts économiques, parce que souvent, ça peut être, OK, c'est sympa, j'aime bien l'idée de la diversité, mais qu'est-ce que ça change pour une entreprise? Et bah, de plus en plus, il y a de la recherche qui prouve que bah, même d'un point de vue économique, c'est intéressant. Donc, on peut allier et la morale et l'économie, et ça permet de pousser ces sujets. Je voudrais juste rajouter quelque chose à ce qu'a dit Yann, effectivement, et pour rebondir à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de Danone. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, il y a 2 ou 3 jours, il est mis sous pression par un fonds qui n'est pas d'accord avec ce qu'il fait, parce que voilà, il fait un peu trop de business responsable et donc il ne génère pas assez de revenus par rapport à ses concurrents qui ne sont pas forcément meilleurs que lui en termes de RSE, mais qui sont meilleurs que lui en termes de création de valeur. Et là, quand je dis valeur, c'est la notion de générer de l'argent pour les investisseurs. Donc, en fait, la vision un peu simpliste qui voudrait des fois qu'en fait, ça repose sur le bon vouloir du dirigeant s'il y croit ou pas. En fait, ce n'est même pas le sujet parce que ce n'est pas sa boîte. Lui, il le rend à des actionnaires et il a des contraintes économiques dans lesquelles il est soumis. Donc, il essaye de faire du mieux qu'il peut. Et en fait, c'est le mouvement de tout, c'est cet effet écosystémique, c'est le mouvement de toutes ces pressions qui bougent de plus en plus, qui va leur donner plus de champs de possibilités de faire. Donc, c'est hyper important cette pression globale qui changera au final les choses. Aujourd'hui, j'ai lu une info comme quoi Intermarché a changé 900 de ses produits pour avoir une meilleure notation d'Oyuka. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le changement de paradigme dans lequel, moi, quand je l'ai vu, ça m'a interpellé. Donc là, ce n'est même pas une question de… tout le monde a essayé de faire de la pression, les lobbying, tout ça. Et après, OK, vous ne voulez pas? Très bien. Je vais créer une application. Les gens vont commencer à l'utiliser. Et par la force des choses, sans changer la loi, bah, vous êtes obligé de changer les choses, sinon d'autres vont vendre. Donc en fait, c'est
Moi, je crois plus à cet effet d'écosystème et de ce rapport de force qui va faire de plus en plus bouger les choses. Et l'acteur dans celui-là, ce n'est pas juste le politique, ce n'est pas juste le responsable d'entreprise, en fait, c'est nous tous, les citoyens. Et chaque acte qu'on fait contribue à sa petite échelle pour faire une intégrale qui va donner l'effet écosystémique. Désolé, je suis un peu bavard. N'hésite pas à me couper, Nina. Pas de problème, pas de problème. Tant que c'est intéressant, je ne coupe pas. D'autres qui ont envie de rajouter quelque chose suite à cette intervention? Oui, juste pour reprendre sur ce que disait Anna, je suis d'accord avec Anna sur l'idée que ça doit vraiment être par la base et par des initiatives que on puisse pousser ces enjeux et des solutions pour ces problématiques. Et justement, j'ai oublié, et ça c'est ma faute, on a adossé une fondation à Baldwin Partners qui est justement sur ces… Alors, il faut voir ça comme un à côté de la boîte où on propose à tous les employés de participer à des actions en faveur de la RSE. Donc, ça a été du ramassage de déchets le long de la Loire à Nantes, ça a été des concerts en EHPAD pour lutter contre l'isolement des aînés, etc. Et l'idée, c'est vraiment, à travers ça, de sensibiliser tous nos consultants à ces problématiques pour que eux derrière, conscientisés, même si je vais avoir de ce mot-là, ils puissent prendre des initiatives, enfin, ils soient sensibilisés à ça, et ils puissent prendre des initiatives derrière au sein de leur mission pour mettre en avant ces sujets auprès de nos clients, même quand ce n'est pas la demande initiale du client. Ok, très bien, ouais, ça rejoint aussi un petit peu tout ce qui peut se faire avec certaines entreprises qui collaborent avec Vendredi. Je ne sais pas si ça vous parle, et si c'est le cas également là où vous bossez. Mais je pense que c'est nécessaire, ouais, de sensibiliser par l'action aussi, parce que tout ce qui est théorique, quand on n'y est pas confronté, en fait, on s'en rend moins compte. Si vous voulez rien rajouter là-dessus, on va passer à la dernière question. Je vous laisse vous manifester si vous avez quelque chose. Oui, juste, tu as raison, Nina, j'en ai pas parlé, mais effectivement, nous, on participe à ce genre d'initiative. On travaille pro bono, donc gratuitement pour certaines associations et certaines fondations. Alors, j'ai entendu parler de Vendredi, donc je ne sais pas si c'est via eux qu'on le fait, mais en tout cas, on fait ce genre de choses. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, j'aurais dû. Élise, je sais que vous travaillez pour ShareIt, qui est l'accélérateur de Tech for Good à Station F. En fait, c'est parce que moi aussi, j'ai travaillé là-bas pour la Fondation Accenture et j'ai croisé un de tes collègues avec qui j'ai Ça bossé marche. pendant quelques mois. Ok, bah super, ça fait plaisir à entendre de savoir que vous vous mobilisez à votre échelle. Donc, dernière question qui rejoint un petit peu tout ce dont on a parlé depuis le début sur les études et le côté relativement discriminatoire du conseil. Est-ce que c'est possible et dans quelle mesure c'est possible de rejoindre le monde du conseil après des expériences dans d'autres domaines? Et vous pouvez réagir aussi selon les différents types de cabinets dans lesquels vous êtes. Ouais. Maintenant, oui. Traditionnellement, en tout cas, alors je vais parler du coup, moi, de la partie conseil en stratégie qui peut différer un peu des autres branches. Le modèle, c'était on prend des diplômés ou des sorties de MBA et c'était assez rare de recruter des gens avec plus d'expérience. Ça a commencé à changer, non seulement parce que les clients demandent parfois plus d'expertise un peu technique, donc par exemple des profils comme Elise qui ont déjà pas mal d'années sur les systèmes d'information, ça peut être des profils qu'on se met à aller chercher. Donc effectivement, maintenant, ça devient plus courant. Il peut y avoir aussi un besoin d'expertise métier dans notre secteur. Donc, c'est-à-dire que nous, on est spécialisé dans la data, mais quand on va travailler chez un client
parfois on travaille dans ces process, et là, avoir un expert métier, ça peut être un atout. Donc, partir dans une industrie et aller vers le conseil, ça peut se faire dans deux sens, en fait. On peut très bien aller dans le conseil et après aller dans une industrie parce qu'on a découvert quelque chose qui nous intéresse, ou l'inverse. Voilà, et sur la partie données, effectivement, pareil, moi, avant d'être dans le conseil, du coup, j'ai fait 1 an et demi d'analyse de données. Donc, je n'étais pas dans le conseil à ce moment-là. Donc, ça n'a pas du tout été un problème. Au contraire, c'est intéressant de voir. Enfin, moi, je vois que dans mes missions, le fait d'avoir été sur le terrain, j'ai un peu de recul sur quelle est la conséquence d'implémenter telle ou telle stratégie pour leur vécu, et aussi cette sensibilité particulière des problématiques liées à la donnée qu'on peut avoir quand on l'analyse et qui nécessite après à un niveau organisationnel de mettre en place des processus qualité, de mettre en place un data catalogue, plein de choses qu'on peut faire qui vont permettre, on va dire, à la fin, la donnée d'être exploitée. Donc, je pense que le conseil, ça peut être assez vaste. Il n'y a pas vraiment de blocage. Effectivement, la stratégie, c'est un domaine un peu particulier et ça peut poser problème, mais moi, en général, je ne vois pas qu'il n'y ait pas de restrictions particulières, outre la tête bien faite. Et après, je pense que quelques années, quand même, la partie expérience va commencer à prendre un peu le pas sur les écoles, même si ça reste assez fort en France, dans les cabinets, la notion d'école, mais progressivement. Et je pense que dans d'autres pays, d'ailleurs, cette notion-là, elle est moins forte. Pour ceux qui envisagent de travailler à l'étranger, les écoles sont quand même un peu moins regardées. Elles ne parlent pas forcément, et d'ailleurs, elles ne parlent pas forcément de la même manière qu'on l'imagine. Les gens vont plus connaître la Sorbonne que les techniques. Donc, c'est particulier. Moi, je trouve que c'est possible, mais ça reste quand même difficile. Et en tout cas, chez nous, à la marge, c'est pas qu'on n'essaye pas, parce qu'on essaye justement sur des profils avec des expériences métiers, assurance, industrie, etc. Mais la marche est assez haute à franchir en termes d'exigence sur l'ensemble du périmètre, en fait, que ce soit du coup le savoir-être, la présentation orale écrite, que ce soit le domaine d'expertise, parce qu'avec des personnes expérimentées, on attend aussi qu'elles apportent vraiment quelque chose. On ne les considère pas comme un jeune consultant qui vient d'arriver. Donc une grande expertise, souvent aussi un carnet d'adresses. Et en fait, la combinaison, elle est assez difficile à trouver. Et nous, on a eu quelques cas d'expérimentés qui étaient embauchés et pour lesquels, en fait, ils ne trouvaient pas leur place, et Weston ne trouvait pas son compte non plus. Donc c'était pas forcément des expériences faciles, ni pour le collaborateur, ni pour Weston. Donc pour ceux qui ont envie d'essayer, je vous conseillerais plutôt d'essayer le conseil en début de carrière plutôt que d'essayer d'y rentrer après où c'est beaucoup plus difficile finalement qu'en début de carrière. Alors moi, j'ai une vision différente. En fait, là où je suis d'accord avec tout le monde, c'est qu'effectivement, en fait, il faut distinguer quand on est junior, ça veut dire jusqu'à 1-2 ans. Là, il n'y a pas vraiment enfin, c'est la même exigence que quand on sort d'école. Ça ne change pas grand-chose. Par contre, si on commence à avoir 5, 6, 10, 15 ans d'expérience, là, le recrutement se fera plutôt, il faut qu'il y ait une passerelle. Dans l'extrême majorité des cas, donc par exemple, si j'ai travaillé dans une banque pendant 10 ans, soit dans la partie métier ou dans la partie SI de la banque, je pourrais passer dans un cabinet de conseil. Ou si j'étais côté client je sais pas, chez Danone ou chez Renault, c'est possible. Et en fait, dans tout le cas, par exemple, chez Accenture, je l'ai vu, ça se fait. Et après, dans d'autres cabinets aussi, ça réussit plus ou moins. Et je pense que là, il y a deux choses qui jouent. Un, c'est la méthode de recrutement. Et deux, c'est la qualité de l'accompagnement après le recrutement. Et en fait, il faut l'ensemble des deux et ça demande un changement de culture si l'entreprise n'est pas habituée à le faire et un investissement considérable parce que pour aller chercher de manière très précise la manière avec laquelle on va s'assurer que quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, il pourra franchir la marche qui est assez haute, comme l'a bien dit Élise, entre de couvrir un nouveau métier qui est le conseil. C'est effectivement c'est quelque chose qui est difficile à mesurer, donc il faut investir sur ça. Ensuite, pour
le changement radical sans passer par un MBA, parce que si on passe par un MBA, là, on peut changer, même aller en banque d'affaires, alors qu'on a été côté industrie pendant 5 ans, 6 ans. Je l'ai vu plusieurs fois, c'est possible. Mais sans passer pour le MBA, changer complètement. À ma connaissance, en tous les cas, j'ai regardé plusieurs cabinets. Le seul qui fait vraiment ça, c'est le cabinet pour lequel bosse Yann, c'est McKinsey. Donc, si on a par exemple 5-6 ans d'expérience, du moment que là où on était, c'était assez exigeant et qu'on a démontré vraiment de l'impact, et en fait, ils vous embauchent et après, vous pouvez être amené à travailler sur des sujets divers et variés. Donc, à part vraiment ce cabinet, même pour les autres cabinets de strat qui sont au même stand-in, il y a quasiment, à ma connaissance, aucun qui fait ça à part McKinsey. Moi, j'ai étudié un peu le sujet parce que là, je change de cabinet. Donc, je suis en plein dedans. Après, du coup, effectivement, d'un cabinet à un autre, je pense que ça peut se faire facilement. Par contre, ma réponse, c'était plutôt quand on vient d'un autre monde que celui du conseil. Là, la marche reste haute à franchir. Et en fait, des fois, l'attente du collaborateur qui se dit qu'il a beaucoup d'expérience est un petit peu douchée par finalement le positionnement où on le met sur les grades, si vous voulez. Alors, mon ressenti et mon expérience dans l'industrie, alors je parlais uniquement, enfin précisément de l'industrie, est différente dans le sens où on peut rejoindre un cabinet de conseil et de prestat avec de l'expérience dans, alors toujours, ça va être la recherche de la bonne compétence. Si on a été en supply chain pendant 10 ans, on peut intégrer un cabinet de conseil pour travailler sur de la supply chain. Et dans ce cas, sous condition qu'on ait évidemment le savoir-être et qu'on présente bien, on peut s'y intégrer. Ce qui va être un peu compliqué au niveau de l'embauche, c'est que contrairement à un jeune deep où on peut se dire il est malléable, donc je peux lui trouver une mission une fois et quelque chose d'un peu différent la fois suivante, etc. Quelqu'un qui a vraiment une expertise, on aura du mal à lui trouver à chaque fois pile la mission qui correspond à son expertise précise. Par contre, il existe un écosystème énorme de consultants indépendants qui ont été chefs de service et qui, après, se mettent à leur compte et vendent leur expertise à plein de boîtes sur des postes de manager de transition. Et il y a vraiment un écosystème énorme là-dessus de gens qui font ça et qui rejoignent donc le monde du conseil sur leur expertise précise et pointue après une carrière longue. Mais après, après facilement 15-20 ans d'exercice. Yann a un avis sur la question. J'avais donné mon avis au départ. Je suis d'accord avec ce qui se dit. C'est plus simple en début de carrière, notamment parce qu'on dit souvent que le conseil, c'est très formateur. On y va en sortie d'école, on fait 2-3 ans et puis après, on part chez un client. Ça redevient possible de réintégrer un peu plus tard, mais je pense que ça reste effectivement assez minoritaire. Nous, je sais que c'est un sujet sur lequel McKinsey a pas mal travaillé, mais où on a eu beaucoup de mal à intégrer au début des gens qui avaient 10 ans d'expérience, qui avaient une expertise dans un sujet, et c'était difficile, comme disait Élise, de faire la bascule. Ok. Alors, normalement, c'est bon au niveau des questions. Ah bah non. Voilà, j'avais dû la rajouter assez tardivement. Je me demandais, est-ce que vous envisagez de rester dans le conseil dans les 10 prochaines années ou vous avez des projets, peut-être des projets personnels que vous souhaitez porter et où vous comptez vous servir de votre expérience dans le conseil pour y arriver?
Moi, ce qui m'attire dans le conseil, je vous l'ai dit au départ, c'est la dimension entrepreneuriale. Ma motivation personnelle, ça va être de créer des choses. Donc, si au sein de mon cabinet, je peux créer, typiquement, aller créer un bureau à l'étranger d'ici 5 ans ou faire des choses comme ça va m'amuser. Si je sens que ma capacité à créer va être contrainte, l'idée de créer ma propre boîte va revenir. Donc, ça va être ça, là, en fait, je pense, l'aiguillage qui arrivera peut-être d'ici 5 ans à peu près. En attendant, ça m'amuse beaucoup. Je découvre pas mal de choses et on a créer des petites choses et proposer une nouvelle offre, trouver une nouvelle manière de faire une nouvelle formation. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire en début. Après, pour faire quelque chose de plus structurant et continuer à porter des choses à une plus grande échelle, voilà, ça va dépendre. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas impossible que j'y reste, mais c'est pas certain. Bah, du coup, de mon côté, ça fait déjà 14 ans que j'y suis. Pour autant, je pense que je vais probablement y rester encore un peu. Ce qui me plaît, moi, dans ce métier, c'est la partie résoudre une problématique qui est un petit peu le cœur du métier d'ingénieur de départ et de pouvoir le faire dans plein de contextes différents, pour plein de clients différents, potentiellement en même temps, puisque ça arrive assez souvent d'avoir plusieurs missions en parallèle et de pouvoir justement adresser des problématiques différentes sur une même semaine, même voire dans une même journée. Ce qui me plaît aussi, c'est de pouvoir faire des passerelles justement entre ces clients, de pouvoir se servir d'une expérience qu'on a vécue chez l'un, le mois d'avant ou l'année d'avant et pouvoir, l'utiliser pour faire avancer un autre client. Et en fait, je me dis que rester dans une seule entreprise, sur, une seule «mission» entre guillemets, j'ai peur de m'ennuyer en fait. J'ai peur ouais, de me lasser assez vite alors que finalement, dans le conseil, il suffit de dire: «Bah non, moi je veux plus une mission, uniquement, je veux plusieurs missions en parallèle chez plusieurs clients» et puis, au bout d'un moment, on est entendu et finalement, on peut diversifier les contextes, les missions, les clients, et puis, enfin tout ça en pouvant aussi, travailler pour son entreprise à des formations, à des constructions d'offres, ou à du commercial. Donc moi voilà, c'est cette partie diversité qui me plaît, dans ce métier. Parfaitement aligné. Moi, j'ai presque envie de dire quand on est ingénieur généraliste, le conseil, c'est pas mal aligné parce que voilà, on peut toucher un peu à tout, garder un peu cet intérêt, cet appétit pour les découvertes. Et puis après, bon, bah, moi particulièrement, mais je pense que c'est à la fois lié au conseil en stratégie, qui était vraiment ce que je voulais faire, et McKinsey, qui est un cabinet où je me sens très très bien. Je me vois effectivement rester. Je me vois pas bosser ailleurs en fait. Quand je vois chez un client, je peux me faire des très bonnes relations au sein d'une équipe, etc. Mais je me vois pas y rester plus de 3 à 6 mois maximum, parce qu'effectivement, comme disait Elise, je me dis après, je m'ennuierais, j'ai besoin d'être stimulé, de retrouver un peu de l'adrénaline de la découverte, et que j'ai que dans le conseil. En plus, c'est super intéressant en termes d'impact et souvent un peu de niveau de responsabilité où on peut intervenir, parce que justement, on a vu la même chose chez un autre client avant, et ça, c'est hyper intéressant. Je suis parfaitement aligné avec Élise et Yann, c'est-à-dire que j'aurais peur de m'ennuyer si je restais maintenant à demeure chez un client et que je ne changeais pas régulièrement de problématiques, d'environnement de travail, de collègues. C'est paradoxal alors que moi, j'avais commencé à faire du conseil parce que justement, je voulais voir plein de contextes, trouver celui qui me correspondait le mieux pour pouvoir m'y implanter. Et finalement, en fait, je trouve aujourd'hui que le contexte de changer de contexte régulièrement, changer de problématique, changer de secteur d'activité me botte plus. Après, j'ai changé d'avis une fois, je me réserve la possibilité de changer d'avis plus de fois encore. Et si un jour,
quand un jour ça ne me conviendra plus, que je trouverai quelque chose qui me plaira plus, je passerai à autre chose. Mais dire si je serais capable, si j'y resterai 5 ans, 10 ans, 2 ans, 15 ans, je ne sais pas. Tant que c'est le mieux pour moi, j'y reste. Et quand les données changeront, mais que ce soit pour moi ou même pour mon épouse, bah, je changerai. Alors, moi, d'abord, je vais dire comme tout à l'heure, désolé Nina, j'en sais strictement rien, parce que dans 10 ans, où est-ce que je serai? Je me répète. Mais aujourd'hui, bah, comme tout le monde, oui. Enfin, je pense que le point commun entre nous tous, c'est les chiens ne font pas des chats, on vient de la même école. C'est qu'on ne veut pas s'ennuyer. Et effectivement, à date, en fait, moi, avant, je me disais jamais chez un client final. Aujourd'hui, ça a changé parce que, en fait, ça dépend au niveau de responsabilité dans lequel je vais entrer. Ça veut dire que si on me met, tu vois, sur une équipe, responsable d'une équipe, non, ça ne m'intéresse pas. Par contre, bon, c'est complètement hypothétique, mais si dans 15 ans, on propose de rentrer VP ou C-level, oui, parce que là, j'aurais la même possibilité que j'ai dans le conseil, cette dimension entrepreneuriale de créer des choses, transformer des choses. Oui, ça complètement. Donc, ce qui est sûr, c'est que ça va rester, enfin, ce qui est sûr, il n'y a pas de certitude dans la vie, mais à date, avec ce que je connais de moi aujourd'hui, je pense que j'ai besoin de cette partie, comme ce qui a été dit par avant, de créer, de transformer des choses. Donc, aujourd'hui, je le trouve dans le conseil. Demain, peut-être que j'irai, comme a dit Paul, créer une filiale dans un autre pays ou créer une nouvelle business unit ou une nouvelle offre et la porter, ou créer ma propre boîte de conseil ou créer une startup ou aller travailler dans une startup ou aller chez un client final. Mais le point commun, c'est celui-là, c'est ce besoin de créer ou de transformer des choses. Ok, très bien. Bah, si vous n'avez rien à ajouter, là, normalement, c'est fini pour la phase de questions qui a été préparée en amont.